Il m'a jeté comme une vieille chaussette devant toute l'élite de Paris, pensant que j'allais m'effondrer. Il a oublié une chose. C'est moi qui ai construit son trône, et j'y étais sur le point de le réduire en cendres. C'est une histoire de trahison et de vengeance que vous n'oublierez pas. Si vous êtes prêts, abonnez-vous et dites-moi depuis quelle ville du monde vous découvrez mon histoire. Maintenant, laissez-moi vous raconter comment tout a commencé. Dans ce qui me semblait être un paradis parfait. Notre monde était un chef d'œuvre de verre et d'acier, dominant les toits de Paris. Valérius. Notre nom, notre empire. Officiellement, mon mari, Alexandre, en était le visage charismatique, le PDG visionnaire acclamé par la presse financière. Moi, Élise, J, était sa partenaire silencieuse. Un titre que j'avais accepté non par faiblesse, mais par amour, par une conviction absolue en notre projet commun. Dans l'ombre, J était l'architecte. Chaque stratégie audacieuse, chaque accord qui semblait impossible, chaque innovation qui nous a propulsés au sommet du secteur du conseil en investissement de luxe, tout cela naissait dans mon esprit analytique. Je ne ressentais aucune amertume à rester en coulisses. Voir notre création s'épanouir sous les feux des projecteurs était ma plus grande récompense. Je croyais en notre symbiose parfaite. Il était la voix, J était la pensée. Notre succès fulgurant, pensais-je naïvement, était la preuve irréfutable de notre unité. Je lui avais donné ma confiance la plus totale. Un chèque en blanc signé avec mon âme et mon génie. Cette confiance aveugle s'étendait bien au-delà des murs de nos bureaux en acajou. Notre appartement, un penthouse somptueux surplombant la Seine, n'était pas seulement une démonstration de richesse, mais le sanctuaire que je croyais être celui de notre amour. Je me souviens encore de ces soirées où, après avoir conclu un accord de plusieurs millions d'euros, nous ne fêtions pas avec du champagne et des foules, mais simplement tous les deux, sur notre terrasse, regardant les lumières de la ville danser sur l'eau. Il me prenait la main, me regardait dans les yeux et me disait que J était son encre, son génie secret, la véritable force derrière Valérius, et je le croyais. Chaque mot, chaque regard, chaque promesse semblait gravée dans le marbre de la sincérité. J'avais construit ma vie entière sur la certitude de son amour et de sa loyauté. Pour moi, Alexandre N était pas seulement mon mari. Il était mon égal, mon confident, l'autre moitié de mon être. Je vivais dans une illusion dorée, une forteresse que je pensais imprenable, ignorant que les fondations étaient déjà minées de l'intérieur par le mensonge et la trahison. Le gala annuel de Valérius était le couronnement de notre œuvre, une célébration scintillante de tout ce que j'avais bâti dans l'ombre. Ce soir-là, l'air vibrait de succès et de champagne. Je circulais parmi les magnates et les financiers, acceptant leurs compliments au nom de mon mari avec une fierté discrète. Quand Alexandre est monté sur scène, baigné par la lumière des projecteurs, mon cœur s'est gonflé. Il était magnifique, charismatique, l'incarnation parfaite de notre réussite. Il a commencé son discours en parlant d'avenir, de vision, d'une nouvelle ère passionnante. Puis, il a prononcé un nom que je ne connaissais que trop bien dans un contexte professionnel. Sophia Rossi, notre avocate d'affaires. Il l'a invitée à le rejoindre, la présentant non pas comme une conseillère, mais comme la nouvelle partenaire stratégique majeure de Valérius. Un silence glacial s'est abattu sur ma table. Mon souffle s'est coupé. Le monde s'est mis à tourner au ralenti, chaque visage se tournant vers moi, attendant ma réaction face à ce coup de théâtre incompréhensible. Confuse, le sourire figé sur mes lèvres, je me suis levée et me suis approchée de la scène, cherchant une explication dans le regard d'Alexandre. Mais ses yeux, autrefois si chaleureux, étaient devenus deux éclats de glace. Alors que j'arrivais à sa hauteur, il s'est penché et a murmuré, juste assez fort pour que les plus proches entendent, des mots qui ont fait voler en éclats mon univers. « J'en ai marre de toi, Élise. Tu es un vestige du passé. » Chaque syllabe était un poignard. L'humiliation, publique et absolue, m'a frappé comme une force physique. Mes jambes ont flanché. En reculant, aveuglé par le choc, j'ai bousculé un serveur. Dans la confusion, le porte-document que tenait Sophia est tombé, s'ouvrant et déversant son contenu à mes pieds. Au milieu des contrats et des notes, une page de garde a attiré mon regard. En lettres capitales, un titre de projet, Opération Icare. Icare, le mythe de celui qui vole trop près du soleil et dont la chute est fatale.
À cet instant, j'ai compris. Ce N n'était pas une simple liaison. C était une conspiration. Une exécution méticuleusement planifiée pour me faire tomber du ciel que j'avais moi-même construit. Le trajet de retour vers notre penthouse fut un brouillard indistinct de lumière parisienne et de klaxons lointains. En franchissant la porte, le silence de l'immense appartement m'a enveloppé comme un linceul. Cet endroit, que je considérais comme le sanctuaire de notre amour et de notre succès, s'était transformé en scène de crime. Chaque objet, chaque photo de nous deux souriant, chaque souvenir semblait désormais une pièce à conviction dans le procès de ma propre naïveté. Je me suis dirigée vers la baie vitrée, contemplant la ville lumière qui s'étendait à mes pieds. C était mon royaume, le paysage de mes ambitions réalisées. Et pourtant, je n'avais jamais été aussi seule. Le reflet dans la vitre ne me montrait pas une femme brisée et pleurant son mari, mais une reine déchue contemplant les ruines de son empire. La douleur était là, vive et profonde, mais elle était étrangement silencieuse, dépourvue de larmes. C était une douleur froide, analytique, qui évaluait déjà, elle, l'étendue des dégâts et la nature de la trahison. Debout dans l'obscurité, la douleur a commencé à muter. Le chagrin, si écrasant quelques instants plus tôt, s'est cristallisé. Il s'est durci, se transformant en une lame de glace, une résolution pure et tranchante. Alexandre et Sophia s'attendaient à des larmes, des cris, un scandale. Ils me voyaient comme une femme émotionnelle, prévisible, facile à écarter. C était leur plus grande erreur. Ils avaient oublié qui J était vraiment, l'architecte, la stratège, le cerveau derrière chaque victoire de Valérius. Ils m'avaient sous-estimé, et cette arrogance serait leur perte. Une confrontation directe aurait été un suicide. Non, ma réponse devait être aussi sophistiquée et impitoyable que leur complot. Je n'allais pas jouer leur jeu, j'allais créer le mien. Je leur offrirais le spectacle qu'ils attendaient, celui de la femme brisée, impuissante, retirée du monde. Et depuis cette position de faiblesse apparente, depuis l'ombre où ils m'avaient reléguée, je préparerais ma guerre. Mon premier mouvement ne fut pas un acte de fureur, mais de pure stratégie. J'ai pris mon téléphone, mes doigts se déplaçant avec une précision glaciale sur l'écran. J'ai rédigé un message simple, soigneusement calibré pour nourrir leur perception de moi comme une victime pathétique. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Ces quelques mots étaient un chef de œuvre de manipulation. Pour Alexandre, il signifierait que J était en train de m'effondrer, que je me retirais pour panser mes plaies, lui laissant le champ libre. C était un acte de soumission feinte qui me donnait l'atout le plus précieux, le temps. Le temps d'enquêter sur elle, opération Icare, le temps de trouver leurs failles, le temps de tisser ma toile. En appuyant sur « envoyer », j'ai senti le pouvoir basculer. Ils pensaient avoir gagné en me chassant sous les projecteurs. Ils ne réalisaient pas que la véritable partie se jouerait dans l'obscurité, un domaine que je connaissais bien mieux qu'eux. Le rideau était tombé sur ma vie d'avant. Il allait maintenant se lever sur ma vengeance. Les lumières de Paris scintillaient en contrebas, indifférentes à l'effondrement de mon univers. Chaque éclat de lumière était un rappel de la ville que j'avais conquise, non pas avec un nom, mais avec un intellect. Dans le silence glacial du penthouse, la douleur aiguë de la trahison ne s'est pas transformée en larmes chaudes de désespoir, mais en une clarté cristalline et impitoyable. J'ai analysé la situation non pas comme une épouse bafouée, mais comme la stratège qu'ils avaient oublié que j'y étais. Elle, émotion, était un luxe, une faiblesse que je ne pouvais plus me permettre. Ils avaient commis une erreur tactique monumentale. Ils m'avaient humilié, mais ils m'avaient laissé en vie, avec toutes les clés du royaume en ma possession. Le chagrin était là, profond et caverneux, mais il était rapidement supplanté par une pensée unique, froide et tranchante comme un éclat de verre. L'évaluation des dommages n'était que la première étape. La seconde serait la riposte. Je pouvais presque les imaginer, Alexandre et Sophia, célébrant leur victoire dans un bar chic, trinquant à leur avenir radieux. Ils se repaissaient de l'image de moi, seul et anéanti, pleurant dans un appartement trop grand, préparant une confrontation larmoyante ou un appel hystérique. C était le rôle qu'ils m'avaient assigné dans leur petit drame sordide. La femme pathétique, une relique du passé. Et c'est à cet instant que ma stratégie est née. Je n'allais pas réfuter leur récit. J'allais l'incarner. Je leur donnerais exactement ce qu'ils attendaient.
Je jouerai le rôle de la femme brisée avec une conviction d'actrice oscarisée. Ma faiblesse apparente deviendrait mon armure. Mon silence, mon arme la plus redoutable. Ils baisseraient leur garde. Convaincus que la menace était neutralisée. Ils ne verraient pas le prédateur qui se cachait derrière le masque de la victime, observant, apprenant et attendant le moment parfait pour frapper. Mon objectif s'est dessiné avec une précision chirurgicale. Il ne s'agissait pas de récupérer mon mari ou de sauver mon mariage. C était une cause perdue, un navire qui avait déjà sombré. Non, ma vengeance serait bien plus complète. J'avais construit Valerius brique par brique, algorithme par algorithme, contrat par contrat. Je connaissais ses fondations, ses passages secrets et, surtout, ses points de rupture. Mon but n'était pas de les exposer pour une simple liaison. C était trop mesquin, trop banal. Mon but était de démanteler l'empire même qu'il cherchait à me voler, d'utiliser ma connaissance intime de sa structure pour le faire imploser de l'intérieur. Ils avaient nommé leur complot Opération Icar. L'ironie était délicieuse. Ils se voyaient comme des titans s'élevant vers le soleil, mais ils avaient oublié qui avait construit ces ailes de cire et qui contrôlait la chaleur de l'astre. Je n'allais pas seulement les regarder tomber, j'allais être la gravité. Ma première action fut d'une simplicité déconcertante. J'ai pris mon téléphone, mes doigts se déplaçant avec un calme méthodique sur l'écran froid. J'ai ouvert ma conversation avec Alexandre. Des centaines de messages d'amour, de projets, de vie commune. J'ai ignoré le pincement au cœur et j'ai tapé une phrase. Chaque lettre un pion avancé sur mon échiquier personnel. J'ai besoin de temps pour réfléchir. C était parfait. Pour lui, ce message serait la confirmation de ma défaite, le drapeau blanc d'une femme dépassée par les événements, se retirant pour panser ses plaies. C était un acte de soumission feinte, un cadeau empoisonné qui m'offrait leur complaisance et, plus important encore, le temps. Le temps de devenir un fantôme dans les systèmes que j'avais créés. Le temps de transformer leur arrogance en leur propre instrument de destruction. En appuyant sur « envoyer », j'ai senti le poids de la victime se détacher de mes épaules. La femme brisée venait de mourir. La stratège venait de naître. Ma guerre ne se mènerait pas sur un champ de bataille ouvert, mais dans les couloirs silencieux et numériques de l'empire que j'avais moi-même érigé. Mon premier acte fut de redevenir un fantôme. Tard dans la nuit, alors que Paris dormait, je me suis assise devant mon terminal personnel, une interface que seul moi connaissais dans ses moindres détails. J'ai tapé une série de commandes, réveillant un accès administrateur dormant, une porte dérobée que j'avais créée des années auparavant comme une assurance-vie pour le système. C était ma signature, une clé maîtresse oubliée de tous, sauf de son créateur. En voyant le curseur clignoter, attendant mes ordres, je n'ai pas ressenti de la tristesse, mais une vague de pouvoir glacial. Je n'étais plus Élise Dubois, l'épouse trahie. J était l'architecte, de retour dans sa cathédrale, prête à en tester les fondations jusqu'au point de rupture. Le système me reconnaissait. Il était temps de lui rappeler qui était le véritable maître des lieux. Ma chasse a commencé. Je ne cherchais pas les preuves banales d'une liaison. Les photos compromettantes ou les messages enflammés. C était une distraction pour les esprits faibles. Mon objectif était la structure même de leur trahison, l'opération Icar. J'ai navigué à travers des couches de serveurs sécurisés, contournant les pare-feux qu'Alexandre avait fait installer, ignorant qu'ils étaient basés sur des protocoles que j'avais moi-même conçus. Bientôt, je les ai trouvés. Des dossiers cryptés, des projections financières, des ébauches de contrats. Le nom de code était partout, une signature arrogante sur des documents qui planifiaient méticuleusement le démantèlement de mon héritage. Ils n'avaient pas seulement prévu de me chasser, ils avaient l'intention de liquider les actifs les plus précieux de Valerius, ceux que j'avais personnellement cultivés, pour financer une nouvelle entreprise qui leur appartiendrait entièrement. C était un pillage, déguisé en stratégie d'entreprise. Le décryptage de leur communication fut une torture lente et précise. Chaque ligne de code, chaque clause juridique rédigée par Sophia, chaque projection financière validée par Alexandre, était un coup de poignard. Ils parlèrent de moi non pas comme d'une personne, mais comme d'un passif non performant, un obstacle à la restructuration. Le langage froid et corporatif de leur conspiration était 1000 fois plus blessant que n'importe quel cri de haine. Ils avaient quantifié ma valeur et l'avaient jugée nulle. Ils disséquaient mon travail, mon génie, ma vie,
avec la précision détachée d'un chirurgien opérant sur un cadavre. Cette froideur a éteint la dernière étincelle de chagrin en moi. Ma résolution s'est durcie comme du diamant. Ils voulaient une évaluation? Je leur en donnerai une évaluation finale et sans appel de leur incompétence et de leur cupidité. Je réalisai rapidement que les données seules ne suffiraient pas. Je pouvais voir le quoi et le comment de leur plan, mais il me manquait le quand et le qui. J était aveugle aux dynamiques humaines, aux conversations de couloir, aux réunions impromptues où les véritables décisions se prenaient. Pour gagner cette guerre, je ne pouvais pas rester une simple observatrice numérique. J'avais besoin d'yeux et d'oreilles à l'intérieur des murs de Valerius. J'avais besoin d'un allié, d'une source humaine qui pourrait me fournir le contexte que les serveurs ne pouvaient pas offrir. Le choix était risqué. La confiance était une monnaie que je n'avais plus les moyens de dépenser à la légère. Mais l'inaction était un risque encore plus grand. Je devais trouver quelqu'un, une personne dont la loyauté n'allait pas à Alexandre, le visage, mais à l'esprit qui avait réellement bâti l'entreprise. Mon choix s'est porté sur Léo, un jeune et brillant analyste financier que j'avais recruté et formé moi-même. Je me souvenais de son intelligence vive, de son éthique de travail irréprochable, mais surtout d'une conversation que nous avions eue des années auparavant. Il m'avait confié que C était ma vision stratégique et non le charisme d'Alexandre, qui l'avait inspiré à rejoindre Valerius. Il me devait sa carrière, et je savais qu'il était assez intelligent pour comprendre la différence entre la loyauté envers un homme et la loyauté envers un idéal. Le contacter était un pari calculé. S'il me trahissait, mon plan s'effondrerait avant même d'avoir commencé. Mais si mon intuition était bonne, il deviendrait mon arme la plus précieuse, un pion loyal sur l'échiquier de l'ennemi. Notre rencontre eut lieu dans un café discret des quais de Seine, loin des yeux et des oreilles indiscrètes de la finance parisienne. J'ai observé Léo s'approcher, son visage trahissant son inquiétude. Je n'ai pas perdu de temps en faux fuyant. Je ne lui ai pas tout révélé, juste assez pour piquer sa curiosité et tester sa loyauté. J'ai parlé de changements stratégiques inquiétants, de transactions douteuses, qui mettaient en péril l'intégrité de l'entreprise que nous aimions tous les deux. Je n'ai pas mentionné la trahison personnelle, je l'ai présentée comme une question de principe professionnel. J'ai vu la compréhension dans ses yeux, il savait que quelque chose n'allait pas. Quand je lui ai demandé d'être ma source d'information, de me rapporter les détails des réunions secrètes entre Alexandre et Sophia, il n'a pas hésité. « Ils détruisent tout ce que vous avez construit, Madame Dubois », a-t-il dit. « Considérez-moi comme vos yeux et vos oreilles. » Quelques jours plus tard, Léo a livré sa première information cruciale. Alexandre et Sophia préparaient la vente rapide d'un portefeuille de start-up technologiques, une collection de pépites que j'avais personnellement identifiées et nourries pendant des années. C était le joyau de notre division d'investissement à risque. Il le vendait à un prix bien inférieur à sa valeur réelle à un consortium d'acheteurs peu scrupuleux, clairement dans le but de générer des liquidités rapides pour leurs projets personnels. Léo m'a transmis les détails de la transaction, le nom de l'acheteur principal et la date de clôture imminente. Ils étaient pressés, négligents, et c'est là que j'allais frapper. Leur cupidité leur avait fait oublier la première règle que je leur avais enseignée. La précipitation est l'ennemi de la perfection. Ma première contre-attaque fut d'une élégance chirurgicale. En utilisant un service de messagerie anonyme et crypté, j'ai rédigé un courriel destiné directement au PDG du consortium acheteur. Le message était un chef-d'œuvre de FUD, Fear, Uncertainty and Doubt, peur, incertitude et doute. Je ne faisais aucune accusation directe. Au lieu de cela, je posais des questions. Avez-vous bien vérifié les projections de croissance pour le projet Phoenix? Êtes-vous au courant des audits internes en cours concernant la valorisation des actifs immatériels? Je saupoudrais le texte de termes techniques et de références internes si précises qu'elles ne pouvaient provenir que d'un initié de haut niveau. Mon but n'était pas de faire échouer la vente, mais de l'enliser. De planter une graine de méfiance qui forcerait l'acheteur à exiger une diligence raisonnable approfondie, retardant ainsi la transaction et privant mes ennemis des fonds dont ils avaient désespérément besoin. L'effet fut immédiat et spectaculaire. Léo m'a rapporté une scène de panique pure au bureau. L'acheteur avait mis la transaction en pause, invoquant des préoccupations soulevées par une source anonyme et exigeant une série de vérifications supplémentaires qui prendraient des semaines. Alexandre était entré dans une fureur noire. Devant plusieurs membres de l'équipe, il avait accusé Sophia d'incompétence.
hurlant que son équipe juridique aurait dû anticiper ce genre de problème et blinder le contrat. C était la première fissure. Leur alliance, bâtie sur la cupidité et le secret, commençait à se lézarder sous la pression d'un simple courriel. Ils se regardaient avec suspicion, chacun se demandant si l'autre n'avait pas commis une erreur. Ils cherchaient un traître parmi eux, sans jamais imaginer que le fantôme de leur passé les observait. Alors qu'ils s'efforçaient de rassurer l'acheteur et de fournir de nouvelles données, j'ai lancé ma deuxième offensive. C était encore plus subtil. Profitant de mon accès administrateur, je me suis introduite dans la base de données financières qui hébergeait les projections de performance du portefeuille de start-up. Je n'ai rien détruit. J'ai simplement modifié une seule ligne de code dans une macro de calcul complexe, une modification infime, presque indétectable, mais qui avait pour effet de corrompre légèrement les chiffres de croissance projetés pour le trimestre suivant. L'erreur était suffisamment mineure pour paraître accidentelle. Une simple anomalie système, mais suffisamment significative pour invalider l'ensemble des documents qu'ils venaient de préparer pour l'acheteur. Jeanne n'était pas une brute qui détruisait tout sur son passage. J était une artiste de la déstabilisation. La découverte de la corruption des données a jeté de l'huile sur le feu de leur paranoïa. Léo m'a décrit un Alexandre blême, convaincu d'être victime d'un sabotage interne. Il a ordonné une enquête sur le service informatique, a fait vérifier les accès de chaque employé, créant une atmosphère de suspicion toxique qui paralysait la productivité. Sophia, de son côté, était furieuse. Elle considérait la paranoïa d'Alexandre comme une perte de temps et un signe de faiblesse. Elle le pressait d'ignorer ces incidents et de forcer la vente, tandis qu'il l'accusait de ne pas prendre la menace au sérieux. Ils étaient pris au piège dans une boucle de dysfonctionnement. Chaque problème que je créais n'était pas seulement un obstacle logistique. C'était une attaque psychologique qui érodait la confiance qu'ils avaient l'un dans l'autre. Leur méfiance mutuelle était devenue mon terrain de jeu. Alexandre, obsédé par son image et terrifié à l'idée de paraître faible, a commencé à douter des motivations de Sophia. Était-elle vraiment aussi loyale qu'elle le prétendait? Ou utilisait-elle cette crise pour prendre le dessus? Sophia, de son côté, voyait la gestion erratique et colérique d'Alexandre comme la preuve qu'il n'était qu'une façade charismatique, incapable de gérer une véritable crise sans moi. Elle commençait à se demander si elle n'avait pas misé sur le mauvais cheval. Léo me transmettait des bribes de leur dispute, des portes qui claquaient, des voix qui s'élevaient dans des bureaux censés être insonorisés. Ils étaient en train de s'entre-déchirer, exactement comme je l'avais prévu. Le poison que j'avais injecté dans le système se propageait, et ils en étaient les premières victimes. Pour accélérer leur chute, j'ai décidé d'ajouter une pression externe. J'ai utilisé un téléphone prépayé pour contacter une journaliste financière connue pour son agressivité et son flair. Sans me présenter, je lui ai donné une piste, un simple tuyau sur une potentielle instabilité au sein de la direction de Valerius concernant la liquidation précipitée d'actifs stratégiques. Je savais que ces quelques mots suffiraient à déclencher son instinct de prédateur. Je n'avais pas besoin de lui donner de preuves. Je devais juste lui indiquer où chercher. L'idée d'un scandale potentiel chez Valerius, un bastion de stabilité et de succès, était trop alléchante pour qu'elle l'ignore. Bientôt, les appels de la presse commenceraient à pleuvoir sur le bureau d'Alexandre, ajoutant une nouvelle couche de stress à leur situation déjà intenable. Les appels de la journaliste ont eu l'effet d'une bombe. L'image publique était tout pour Alexandre. L'idée que des rumeurs sur des problèmes internes puissent fuiter le rendait fou de rage. Sa paranoïa a atteint son paroxysme. Il a immédiatement accusé Sophia d'avoir orchestré la fuite, la soupçonnant de vouloir se construire une réputation de sauveuse en le faisant passer pour un dirigeant incompétent. Leur dernière dispute, selon Léo qu'il a entendu à travers une porte de bureau, fut d'une violence inouïe. Les accusations volaient. « Tu es une arriviste !» criait-il. « Et toi, tu n'es qu'une marionnette sans cervelle !» répliquait-elle. Ils étaient devenus leurs pires ennemis, aveuglés par la méfiance et la peur, incapables de voir que la véritable menace naine n'était pas dans la pièce avec eux, mais les observait de loin, avec un calme glacial. Depuis mon penthouse, qui était devenu mon centre de commandement, je contemplais les fruits de mon travail. Les lumières de Paris scintillaient en contrebas, témoins silencieux de ma guerre invisible. Je n'avais pas crié, je n'avais pas pleuré, je n'avais pas confronté.
J'avais simplement utilisé l'arme qu'ils avaient toujours sous-estimée, mon intellect. J'avais transformé leur arrogance en un instrument d'autodestruction. Ils se débattaient dans une toile qu'ils ne pouvaient pas voir, chaque mouvement les enchevêtrant un peu plus. Les fondations de leur empire volé tremblaient, non pas à cause d'une attaque frontale, mais à cause de chuchotements, de doutes et de quelques lignes de code. La première phase de ma vengeance était terminée. Ils étaient affaiblis, divisés et paranoïaques. Ils étaient prêts pour le coup de grâce. Leur alliance, bâtie sur le sable mouvant de la cupidité, s'effritait sous mes assauts invisibles. Depuis mon poste d'observation, je les regardais se débattre, s'accuser mutuellement, consumés par une paranoïa que j'avais soigneusement orchestrée. Chaque rapport de Léo était une note dans la symphonie de leur destruction. Ils étaient affaiblis, désorientés, et je me délectais de cette lente agonie psychologique. Je pensais avoir tout le temps du monde pour préparer mon coup de grâce, pour choisir le moment parfait où leur empire s'effondrerait dans un silence assourdissant. J était le maître du jeu, la marionnettiste tirant les ficelles depuis les coulisses. J'avais oublié une règle fondamentale. Même un animal blessé, acculé, reste dangereux. Leur désespoir allait bientôt dépasser leur arrogance. Mon sentiment de contrôle absolu s'est évaporé en une fraction de seconde, au son d'une simple sonnerie de téléphone. C était Léo. Sa voix, d'habitude si calme et mesurée, était tendue, presque un murmure paniqué. « Ils savent » a-t-il dit, sans préambule. « Pas tout, Élise. Mais ils savent que quelque chose ne va pas. Ils sentent le sabotage. Et ils ne cherchent plus le coupable. Ils l'ont désigné. » Un frisson glacial a parcouru ma colonne vertébrale. Le sang dans mes veines semblait se transformer en glace. Le chasseur venait de comprendre qu'il était lui-même devenu la proie. Mon échiquier bien ordonné venait de être renversé par une main brutale et désespérée. Le temps N était plus mon allié. Il était devenu mon bourreau. Léo a continué, ses mots tombant comme des coups de marteau. Ils vont utiliser une clause de « faute grave » dans votre contrat de partenariat. Ils vont vous accuser de sabotage industriel. L'ironie était si cruelle qu'elle en était presque sublime. Ils allaient utiliser mes propres actions, mes manœuvres chirurgicales, comme une arme contre moi. Ils allaient me peindre non pas comme une femme bafouée se défendant, mais comme une ex-épouse amère et vengeresse, prête à détruire l'entreprise par pure méchanceté. Ils ne se contentaient plus de me voler. Ils allaient anéantir ma réputation, me marquer au fer rouge comme une criminelle. C'était une déclaration de guerre totale, une escalade qui transformait ma vengeance en une lutte pour ma propre survie. Le coup final est tombé, impitoyable. Ils ont convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration. Dans 48 heures, l'immensité de l'océan de temps que je pensais avoir était réduite à une simple goutte d'eau. 2 jours pour contrer une offensive qu'ils préparaient depuis des semaines. 2 jours pour prouver mon innocence tout en étant coupable des faits qu'ils me reprochaient. Le sol s'est dérobé sous mes pieds, le Penthouse luxueux, mon centre de commandement, s'est soudainement transformé en une cage dorée. Les murs se refermaient sur moi. Le piège que j'avais si méticuleusement tendu pour eux était en train de se refermer sur moi-même. Leur panique leur avait donné une audace que je n'avais pas anticipée. Pendant un instant, un seul, la panique pure a menacé de m'engloutir. L'envie de fuir, d'abandonner, de les laisser gagner pour sauver ce qui pouvait l'être. Mais cette faiblesse a été balayée par une vague de fureur froide. Ils ne se contentèrent pas de me vaincre. Ils voulaient m'effacer, réécrire l'histoire pour que je n'ai jamais existé autrement que comme une note de bas de page déshonorante. Non, je ne leur donnerai pas cette satisfaction. Ma vengeance n'a été plus un choix, c'était une nécessité. Le plan initial, élégant et méthodique, était mort. Il fallait le remplacer par quelque chose de plus rapide, de plus brutal, quelque chose qui ne leur laisserait aucune chance de riposter. Mon esprit s'est mis à fonctionner à une vitesse vertigineuse, analysant la nouvelle donne. Ils avaient l'avantage du terrain, le contrôle du récit et l'effet de surprise. Ils allaient se présenter au conseil un dossier bien ficelé, rempli de preuves de ma trahison, mes subtiles manipulations de données, mes courriels anonymes. Tout cela serait sorti de son contexte et présenté comme des actes de pure malveillance. Comment contrer une accusation qui est, sur le plan technique, entièrement vraie? La réponse était simple, je n'allais pas nier. J'allais redéfinir. Je n'allais pas me défendre contre leur histoire.
J'allais leur imposer la mienne, une version bien plus complète et dévastatrice. Mon regard s'est posé sur les dossiers que j'avais accumulés, les preuves de leur conspiration, de leur détournement de fonds, de l'opération Icar. C était solide, mais était-ce suffisant pour renverser un conseil d'administration déjà préparé à me condamner? Ils s'attendraient à ce que je présente des contre-preuves, à ce que je me lance dans une bataille technique. Ils s'attendaient à un procès. Je devais leur donner un spectacle, une exécution publique. Je devais attaquer non seulement leurs actions, mais leurs âmes. Je devais exposer non seulement leur cupidité, mais la noirceur de leur caractère, leur mépris absolu l'un pour l'autre. J'ai rappelé Léo. Ma voix était redevenue calme. Mais C.E. était le calme du centre d'un cyclone. Léo, j'ai besoin d'une dernière chose. La plus risquée de toutes. Il y eut un silence à l'autre bout du fil, une attente tendue. Je n'ai plus besoin de documents, j'ai besoin de leur arrogance. J'ai besoin de leur mépris. Je veux que vous les enregistriez. Je lui ai expliqué mon plan. Je voulais la preuve irréfutable que leur alliance haine était qu'une façade, que Sophia considérait Alexandre comme un simple outil et qu'il la voyait comme un trophée interchangeable. Je voulais que le Conseil entende, de leur propre voix, la véritable nature de leur partenariat. C était la pièce maîtresse qui transformerait ma défense en une mise à mort. Léo a compris, elle, énorme risque. S'il était découvert, sa carrière serait terminée, et il pourrait même faire face à des poursuites. Mais sa loyauté était inébranlable. Ils sont devenus imprudents dans leur confiance, a-t-il dit. Surtout Sophia. Elle pense avoir déjà gagné. Je vais essayer. Avec cette promesse, la dernière pièce de mon nouveau plan s'est mise en place. Mon champ de bataille ne serait pas une salle de réunion, mais le grand mur D, écran de la salle du conseil. Mon arme ne serait pas un rapport financier, mais une chronologie interactive de leur trahison, culminant avec leur propre voix prononçant leur propre condamnation. Pendant que Léo se préparait à jouer son rôle dangereux, Alexandre et Sophia passaient à l'offensive. Les notifications ont commencé à affluer sur mes appareils. Mes accès ont été révoqués un par un. Mon compte de messagerie professionnelle a été désactivé. Mon accès aux serveurs internes, même les plus basiques, a été coupé. C était un acte symbolique, une tentative de m'isoler, de me couper de mon propre empire. Il pensait m'enfermer dehors, ignorant que j'avais conservé la clé maîtresse, mon accès administrateur dormant, la porte secrète que seul l'architecte connaissait. Il barricadait la porte d'entrée, alors que J était déjà à l'intérieur des murs. Leur offensive ne s'est pas arrêtée là. Alexandre a commencé à appeler personnellement chaque membre du conseil d'administration. Léo, via un contact discret, m'a rapporté la teneur de ces conversations. Alexandre jouait le rôle du mari dévasté et du PDG trahi, expliquant avec une tristesse feinte comment le stress et l'amertume m'avaient poussé à des actes irrationnels qui mettaient l'entreprise en péril. Il ne m'attaquait pas avec colère, mais avec une pitié condescendante, ce qui était 1000 fois plus efficace. Il empoisonnait le puits, s'assurant que lorsque j'apparaîtrais, je serais déjà jugée. Sophia, de son côté, préparait l'arsenal juridique. Elle a fait appel à un cabinet d'experts en informatique pour produire un rapport indépendant qui détaillerait mes intrusions malveillantes dans le système. C était un coup de génie diabolique. Ils utilisaient des experts externes pour valider leurs mensonges, donnant à leurs accusations un vernis de légitimité et d'objectivité. Ils construisaient une forteresse de fausses preuves autour d'eux, une forteresse conçue pour être imprenable. Chaque heure qui passait, les briques de cette forteresse se cimentaient, rendant ma tâche d'autant plus difficile. Leur nervosité les rendait aussi plus dangereux. Ils ont commencé à faire des erreurs. Dans leur précipitation pour liquider les actifs et sécuriser les fonds de l'opération Icar avant la réunion du Conseil, ils ont utilisé des canaux de communication moins sécurisés. Mon accès fantôme m'a permis d'intercepter des fragments de leur plan, des numéros de comptes offshore, des noms de sociétés écrans. Ils me fournissaient, sans le savoir, les munitions dont j'avais besoin pour charger mon arme finale. Leur désespoir était en train de devenir leur plus grande faiblesse, tout comme je l'avais espéré. Le lendemain, à moins de 24 heures de la réunion, Léo a frappé. Il a abordé Sophia dans son bureau, adoptant l'attitude d'un jeune analyste loyal mais inquiet, cherchant des assurances sur l'avenir de l'entreprise. Il a habilement orienté la conversation
la flattant sur son génie stratégique et la manière dont elle avait géré la situation avec Alexandre. Grisée par sa victoire imminente et son mépris pour celui qu'elle considérait comme sa marionnette, Sophia est tombée dans le panneau. Alexandre? Il est utile pour son charisme, mais il panique sous la pression, a-t-elle ricané, sa voix enregistrée par le téléphone dissimulé de Léo. Il pense que c'est notre empire. Le pauvre? Une fois que Élise sera officiellement écartée et que nous aurons le contrôle total, il deviendra aussi obsolète qu'elle. Valérius a besoin d'un seul cerveau, pas d'une jolie façade. Chaque mot était une goutte de venin pur, la preuve ultime de sa duplicité. Elle ne se contentait pas de me trahir. Elle avait prévu de trahir son propre complice depuis le début. Quelques minutes plus tard, un fichier audio crypté est arrivé sur mon serveur sécurisé. En elle écoutant, un sourire glacial s'est dessiné sur mes lèvres. C était plus que ce que j'avais espéré. C était une bombe atomique émotionnelle. La cupidité du conseil pouvait la pardonner. La liaison pouvait être ignorée, mais la trahison absolue et le mépris flagrant pour leur PDG en titre, C était impardonnable. C était la clé qui ferait voler en éclats leur forteresse de mensonges. J'ai passé les dernières heures non pas à chercher de nouvelles preuves, mais à préparer ma scène. J'ai écrit des lignes de code, créant une interface personnalisée qui me permettrait de prendre le contrôle total du système de présentation de la salle du conseil. J'ai intégré chaque élément de preuve, les courriels, les transactions bancaires, les plans de l'opération Icar et, enfin, le fichier audio de Sophia, dans une chronologie fluide et implacable. Ce ne serait pas une présentation, mais une histoire. L'histoire de leur ascension et de leur chute imminente. Pour accéder à la réunion sans éveiller les soupçons, j'ai utilisé une tactique simple. L'un des membres du conseil, un vieil industriel basé à Tokyo, assistait presque toujours par visioconférence. J'ai piraté son point d'accès, créant un tunnel sécurisé qui me permettrait de me connecter en utilisant ses identifiants. Pour eux, je serais Monsieur Tanaka, un visage silencieux dans une petite fenêtre sur elle, écran. Un cheval de Troie numérique attendant patiemment son heure. La nuit est tombée sur Paris. Les lumières de la ville scintillaient, indifférentes au drame qui se préparait. Je n'ai pas dormi. L'adrénaline et une détermination glaciale étaient de mon seul carburant. J'ai vérifié chaque ligne de code, chaque lien hypertexte, chaque transition de ma présentation. Tout devait être parfait. L'impact devait être total, ne leur laissant aucune place pour respirer, aucune chance de se défendre. Demain, ils entreraient dans cette salle en se sentant comme des rois sur le point de consolider leur pouvoir. Ils en sortiraient en ruine. Je me suis approchée de la baie vitrée, contemplant la ville endormie. Il y a quelques semaines à peine, je regardais ce même panorama avec un sentiment d'accomplissement et d'amour. Maintenant, je le voyais comme un champ de bataille. Cette ville avait été le théâtre de mon humiliation. Demain, elle serait le témoin de ma résurrection. La femme brisée qu'ils avaient tant créée au gala était morte et enterrée. Celle qui se présenterait à eux demain serait quelqu'un d'autre. Une force de la nature qu'ils avaient eux-mêmes déchaînée. Alexandre et Sophia pensaient avoir accéléré le jeu pour me prendre au dépourvu. Ils pensaient que 48 heures étaient une condamnation à mort pour moi. Ils avaient tort. Ils ne m'avaient pas condamné. Ils avaient simplement appuyé sur le détonateur. Ils m'avaient forcé à abandonner la finesse du scalpel pour la puissance brute de la dynamite. Leur escalade désespérée n'avait fait qu'assurer que leur destruction serait non seulement complète, mais aussi spectaculaire. Mon plan N n'était plus une simple vengeance. C était devenu un acte de préservation. Ils avaient menacé mon héritage, mon nom, ma liberté. Ma riposte devait être à la hauteur de cette menace. Je n'allais pas seulement reprendre ce qui m'appartenait. J'allais raser leur monde jusqu'aux fondations pour m'assurer que rien de tel ne pourrait jamais repousser sur les cendres. Le compte à rebours avait commencé. Dans quelques heures, le conseil d'administration se réunirait. Alexandre et Sophia affûtaient leurs couteaux, prêts pour l'exécution. Ils ne savaient pas que la condamnée avait déjà pris le contrôle du tribunal et s'apprêtait à jouer le rôle du juge, du jury et du bourreau. Je me suis assise devant mon terminal, l'écran projetant une lueur froide sur mon visage. Le lien de la visioconférence était prêt. Mon doigt planait au-dessus de la souris. Un dernier regard vers la tour Eiffel, un phare dans la nuit. C était l'heure. Le spectacle allait commencer. Dans le silence de mon appartement, je me suis permis un dernier moment de réflexion.
La femme que J était, celle qui croyait en l'amour et le partenariat, était partie pour toujours. À sa place, se tenait une reine prête à reprendre son trône, non pas par droit de naissance, mais par la force de son intellect et une volonté de fer forgée dans le feu de la trahison. La réunion d'urgence du conseil d'administration de Valerius n'allait pas être le lieu de ma chute. Ce serait le théâtre de ma renaissance. J'ai cliqué sur « Rejoindre la réunion ». À l'écran, le visage de M. Tanaka est apparu. Le fantôme était dans la machine. Leur panique avait été leur dernière erreur. En essayant de m'acculer, ils m'avaient libéré de toute contrainte. Ils voulaient une guerre éclair. Ils allèrent l'avoir. Mais les éclairs n'allaient pas venir de leur camp. Il allait frapper depuis le ciel qu'ils pensaient avoir conquis. Et il ne laisserait rien derrière lui, sauf la vérité, brute et incandescente. Je pouvais presque entendre le son de leur arrogance, les murmures confiants avant le début de la réunion. Ils étaient si proches de leur but, si proches de tout avoir. C'est ce qui rendrait leur chute si délicieuse. Plus on vole haut, plus la chute est dure, et j'allais m'assurer que la leur soit vertigineuse. Leur plan reposait sur une seule hypothèse, ma faiblesse. Ils avaient misé toute leur stratégie sur l'image d'une femme émotionnelle, brisée, incapable de se battre. C était le pilier central de leur conspiration. Et J était sur le point de retirer ce pilier et de regarder l'intégralité de leur monde s'effondrer sur leur tête. Le PDG par intérim a ouvert la séance. Mon cœur battait un rythme lent et puissant, comme un tambour de guerre. Chaque seconde qui passait était une seconde de moins de leur règne. Ils ne le savaient pas encore, mais ils vivaient les derniers instants de leur vie usurpée. « Mais nous sommes réunis aujourd'hui pour discuter d'une affaire grave », a commencé Alexandre, son visage empreint d'une solennité parfaitement jouée. Je l'ai regardé à travers l'écran, sans aucune émotion. Le rideau se levait sur le dernier acte, mon acte. J'ai positionné mes doigts sur le clavier, prête à lancer la séquence. Le script était chargé. Les preuves étaient en place. La vengeance N était plus un concept abstrait. C était une série de commandes, prêtes à être exécutées. Leur désespoir avait transformé ma vengeance en une nécessité. Leur brutalité justifiait la mienne. Ils avaient voulu m'anéantir, et ce faisant, ils m'avaient donné la seule raison dont j'avais besoin pour faire de même. Sans une once de regret ni de pitié. La partie d'échec était terminée. Le temps de la subtilité était révolu. C était l'heure de la démolition. Et j'avais l'intention de savourer chaque instant de l'explosion. Le silence dans la salle du conseil était lourd, saturé de l'arrogance d'Alexandre. Caché derrière l'avatar numérique de M. Tanaka, je l'observais dérouler son récit, son visage une étude de fausse solennité. Il parlait de ma détresse émotionnelle, de mes actes irrationnels, peignant le portrait d'une femme brisée que le conseil devait, à contre-cœur, écarter pour le bien de l'entreprise. Chaque mot était un mensonge parfaitement ciselé, et je voyais les membres du conseil hocher la tête, leurs expressions passant de l'inquiétude à une grave sympathie. Ils buvaient son poison, prêts à me condamner sans même entendre ma version. Il se sentait en sécurité, le prédateur certain que sa proie était déjà morte. Il s'est tourné vers le grand écran mural, prêt à asséner le coup final. « Pour illustrer mes propos, » dit-il avec un soupir théâtral, « voici un exemple de communication. Perturbante. C était mon signal. Au moment précis où son doigt a cliqué sur le fichier, j'ai lancé ma contre-attaque. Mon script, dormant dans les veines du système, s'est réveillé. Elle, écran n'a pas affiché son email falsifié. À la place, il a vacillé une seconde, puis s'est illuminé d'un titre simple et élégant, en lettres blanches sur fond noir. Opération Icare, une chronologie. Un murmure de confusion a parcouru la salle. Alexandre a figé, son visage passant de la confiance à l'incrédulité. Il a cliqué à nouveau, frénétiquement, mais il avait perdu le contrôle. Le système ne lui obéissait plus. Il m'obéissait à moi. Depuis mon poste d'observation, j'ai initié la première séquence. Le fantôme que J était devenu sortait enfin de l'ombre, non pas pour se défendre, mais pour prononcer la sentence. Le tribunal était désormais le mien, et le procès commençait. Le premier acte de ma présentation s'est déroulé avec une précision chirurgicale. Des extraits de leurs emails sont apparus, organisés non pas par date, mais par thème. Le mépris, la conspiration, l'arrogance. Les mots de Sophia qualifiant ma contribution de bagage sentimental
se sont affichés à côté des réponses d'Alexandre, se moquant de ma confiance aveugle. Chaque phrase était une brique retirée des fondations de leur crédibilité. Je pouvais voir les visages des membres du conseil se durcir, la sympathie s'évaporant pour être remplacée par une froide réévaluation. Sophia est devenue livide, jetant un regard paniqué à Alexandre, dont le masque de PDG affligé commençait à se fissurer, révélant la rage impuissante en dessous. Ils n'étaient plus des partenaires en deuil, mais des conspirateurs exposés, leur duplicité projetée en lettres capitales pour que tous la voient. J'ai ensuite enchaîné avec l'acte 2, la cupidité. Elle, écran a basculé sur un organigramme complexe de sociétés écrans et de comptes offshore. Des flèches animées traçaient le flux de l'argent, montrant comment des millions d'euros avaient été systématiquement détournés des actifs clés de Valerius vers des entités contrôlées par Alexandre et Sophia. Ce N était plus une affaire personnelle. C était un crime financier, une trahison non seulement envers moi, mais envers chaque actionnaire, chaque employé, chaque membre du conseil présent dans cette pièce. Le silence est devenu glacial. J'ai entendu un membre du conseil jurer à voix basse. Le directeur financier a blêmi, comprenant l'ampleur de la fraude qui s'était déroulée sous son nez. J'avais transformé leur attaque personnelle contre moi en une menace existentielle pour l'entreprise, et ce faisant, j'avais scellé leur sort professionnel. Puis est venu le coup de grâce. L'acte final de ma tragédie. J'ai laissé un écran noir s'installer pendant une seconde insoutenable, capturant l'attention de chaque personne dans la salle. Puis, la voix de Sophia a rempli le silence. Claire, nette, et suintant le mépris. C'était l'enregistrement de Léo. Alexandre? Il est utile pour son charisme, mais il panique sous la pression. Ricanait sa voix dans les haut-parleurs. Il pense que c'est notre empire, le pauvre. Une fois que Élise sera officiellement écartée, il deviendra aussi obsolète qu'elle. J'ai tourné mon regard virtuel vers Alexandre. La couleur a quitté son visage. L'humiliation, la prise de conscience totale de sa propre manipulation, l'a frappé avec la force d'un poing en plein visage. Il n'était pas le maître du jeu. Il n'avait jamais été qu'un pion, une marionnette arrogante, et il venait de l'apprendre en même temps que le reste du monde. L'implosion fut instantanée et spectaculaire. « Traîtresse !» a hurlé Alexandre, se tournant vers Sophia, sa fureur effaçant toute trace de son personnage public. « Tu m'as utilisé !» Sophia, acculée, a riposté avec une froideur venimeuse. « T'utiliser ? Il fallait bien que quelqu'un pense, pendant que tu jouais la comédie. Tu n'es rien sans moi. Et tu n'étais rien sans elle. » Ils s'accusaient mutuellement, se lançaient des insultes. Leur alliance sordide se désintégrant en direct devant un public horrifié. Ils se déchiraient l'un l'autre, accomplissant la dernière étape de ma vengeance pour moi. Je n'ai rien dit. J'ai simplement laissé la caméra de Monsieur Tanaka tourner, capturant chaque moment de leur destruction mutuelle. Ils se sont condamnés eux-mêmes avec une efficacité que je n'aurais jamais pu espérer. Le président du conseil, un homme d'habitude imperturbable, s'est levé. Son visage un masque de fureur glaciale. Assez, sa voix a tonné dans la salle, coupant court à leur dispute. Il n'a même pas regardé Alexandre ou Sophia. Son regard était fixé sur elle, écran. « Sécurité », a-t-il dit dans l'interphone de la table. « Escortez M. Valerius et Mme Rossi hors de ce bâtiment. Leurs accès sont révoqués. Immédiatement. » Alors que 2 gardes entrèrent dans la pièce, j'ai effectué mon dernier mouvement. J'ai coupé la connexion de M. Tanaka et, une seconde plus tard, je me suis reconnecté sous mon propre nom. Mon visage est apparu sur le grand écran, calme, impassible. Je n'ai pas souri. Je les ai simplement regardés être emmenés, mon regard étant la dernière chose qu'ils ont vue de leur empire perdu. Les lumières de Paris qui filtraient à travers les stores semblaient plus brillantes qu'auparavant. Dans le silence qui a suivi leur départ, j'ai contemplé les ruines de leur ambition. Ma vengeance n'avait pas été un acte de passion explosive, mais une démolition contrôlée, froide et méthodique. J'avais utilisé leur propre arrogance, leur propre mépris, leur propre cupidité comme des armes pour les anéantir. Je n'avais pas seulement repris ce qu'ils m'avaient volé, j'avais purifié mon empire par le feu, le laissant prêt à être reconstruit sur des fondations de vérité et de force. La femme brisée du gala était morte cette nuit-là. Celle qui restait était Élise Dubois, l'architecte, la stratège, et désormais, la reine incontestée de Valerius, prête à régner non plus depuis l'ombre,
mais en pleine lumière. Dans le silence assourdissant qui a suivi leur départ humiliant, mon visage est resté projeté sur le grand écran, un portrait de calme et de contrôle absolu. Les membres du conseil d'administration, quelques instants auparavant prêts à me condamner, me regardaient désormais avec un mélange de stupeur, de peur et d'un respect non dissimulé. Ils ne voyaient plus une femme bafouée, mais la stratège implacable qui venait de décapiter leur direction en direct. Le président du conseil a pris la parole, sa voix tremblante d'une émotion nouvelle. « Madame Dubois, Élise, que devons-nous faire ?» Je n'ai pas répondu immédiatement, laissant le poids de sa question s'installer. Puis, d'une voix qui ne trahissait aucune trace de la tempête que je venais de déchaîner, j'ai simplement dit « Pour commencer, vous allez me rendre la présidence. Ensuite, nous allons sauver cette entreprise des cendres de l'incompétence et de la trahison. Nous avons du travail. » C était une affirmation, pas une requête. Le pouvoir venait de changer de main, de manière définitive. Ma première action en tant que PDG par intérim ne fut pas de réorganiser un service ou d'analyser un bilan. Ce fut de m'assurer que la justice suive son cours, avec la rapidité et la brutalité qu'il méritait. J'ai personnellement supervisé la compilation d'un dossier irréfutable, bien plus complet que celui présenté au Conseil. Chaque transaction frauduleuse, chaque email conspirateur, chaque preuve de détournement de fonds a été méticuleusement documentée et remis aux autorités financières. Je n'ai pas demandé une enquête. J'ai livré une condamnation sur un plateau d'argent. Les arrestations d'Alexandre et de Sophia n'ont pas eu lieu discrètement. Elles se sont déroulées au petit matin, devant les flashs des photographes que j'avais, via un contact anonyme, prévenu. Leur chute ne devait pas seulement être légale et financière. Elle devait être un spectacle public, une humiliation proportionnelle à celle qu'il m'avait infligée. Le déclin d'Alexandre fut une symphonie de déchéance que j'ai observée avec une distance clinique. L'homme qui se pavanait sur les couvertures des magazines financiers est devenu le visage de la fraude d'entreprise. Ses biens ont été gelés, ses comptes saisis. J'ai lu les articles décrivant sa ruine, son nom autrefois synonyme de succès devenant une insulte dans les cercles qu'il vénérait. Il a perdu l'empire, la fortune, et surtout, l'adulation dont il se nourrissait. Un soir, en rentrant tard, je l'ai aperçu sortant d'un cabinet d'avocats bas de gamme. Il était voûté, le regard vide, un homme dont l'âme avait été aspirée par le vide de sa propre création. Il m'a vu, et dans ses yeux, j'ai lu la terreur, pas la haine, mais la peur de la femme qu'il avait traitée comme un vestige du passé. Il comprenait enfin que le passé l'avait non seulement rattrapé, mais anéanti. Quant à Sophia, son arrogance fut l'instrument de sa propre destruction. L'enregistrement audio, sa propre voix la qualifiant de cerveau et Alexandre de marionnette, a été la pièce maîtresse du procès intenté par Valérius contre elle. Radiée du barreau pour faute professionnelle et conduite contraire à elle éthique, elle a tout perdu. Sa carrière fulgurante s'est écrasée avec une violence inouïe. Elle, qui se voyait comme une manipulatrice de génie, a été dépeinte comme une simple arriviste cupide et imprudente. La communauté juridique l'a ostracisée. Ses tentatives de se présenter comme une victime de l'influence d'Alexandre ont été balayées par la preuve irréfutable de sa propre duplicité. Elle avait voulu voler mon empire en utilisant la loi comme une arme. Finalement, c'est cette même loi qui l'a réduite au silence et à l'insignifiance. Hélène était plus une menace. Hélène était même plus un souvenir. Lors de la première réunion du conseil d'administration sous ma direction, l'atmosphère était radicalement différente. La peur avait été remplacée par une déférence quasi totale. Ils m'ont officiellement nommée présidente directrice générale, à l'unanimité. Mais je ne me suis pas contentée du titre. J'ai exposé mes conditions. Non négociables. Une restructuration complète du conseil, un contrôle majoritaire des actions via un plan de stock-options agressif et une autonomie totale sur la direction stratégique de l'entreprise. C était un coup de « État en douceur ». Ils n'ont pas hésité. Ils savaient que J était la seule à pouvoir réparer les dégâts, car J était la seule à connaître l'architecture réelle de Valérius. En quelques heures, je suis passée de partenaire silencieuse et trahie à propriétaire majoritaire et dirigeante la plus puissante du secteur. La vengeance était douce, mais le pouvoir était exquis. Mon premier décret en tant que PDG fut de convoquer Léo dans mon nouveau bureau.
L'ancien bureau d'Alexandre, que j'avais fait vider et réaménager en moins de 24 heures. Il est entré avec une certaine appréhension, ne sachant pas à quoi s'attendre. Je ne lui ai pas offert une simple promotion. Je l'ai nommé directeur des opérations, mon second direct. Vous avez été mes yeux et mes oreilles quand J était dans l'ombre, lui ai-je dit en lui tendant le contrat. Maintenant, vous serez mon bras droit en pleine lumière. Votre loyauté n'allait pas à un homme, mais à l'intégrité de cette entreprise. C'est le genre de leadership dont Valerius a besoin? Ses yeux se sont remplis d'une gratitude et d'une détermination qui m'ont confirmé que j'avais fait le bon choix. J'ai récompensé la loyauté avec le pouvoir, créant ainsi une nouvelle fondation de confiance pour mon règne. Les mois qui ont suivi ont été une purge nécessaire. J'ai lancé un audit complet de l'entreprise, non seulement financier, mais aussi humain. Chaque cadre, chaque chef de service qui avait profité du laxisme d'Alexandre ou qui avait fermé les yeux sur ses manigances, a été poliment mais fermement remercié. J'ai démantelé les cliques, brisé les silos de pouvoir et reconstruit la culture d'entreprise autour de 3 piliers: la performance, la transparence et une loyauté sans faille à la vision de l'entreprise, pas à sa dirigeante. Je n'étais pas là pour être aimé, mais pour être respecté. Valerius a été purgé de ces éléments toxiques, et ce qui en est ressorti était une organisation plus légère, plus rapide et infiniment plus redoutable. C était mon entreprise, forgée à mon image, une machine de précision prête à conquérir. Le marché financier, qui aurait pu être effrayé par un tel scandale, a réagi avec un enthousiasme inattendu. L'histoire de l'architecte de l'ombre reprenant son dû et nettoyant l'entreprise de l'intérieur est devenue une légende. Les investisseurs ont applaudi ma prise de contrôle décisive. La valeur de l'action de Valerius, après une brève chute, a non seulement récupéré, mais a grimpé en flèche, triplant en 6 mois. J'ai personnellement annulé les ventes d'actifs prévues par Alexandre et Sophia, et j'ai lancé une nouvelle initiative audacieuse, un fonds d'investissement dans les technologies durables, qui a immédiatement attiré des capitaux massifs. J'ai prouvé que le charisme d'Alexandre N était qu'un bruit de fond. La véritable musique, celle qui faisait danser les milliards, avait toujours été la mienne. J'ai vendu le Penthouse. Chaque recoin de cet appartement était hanté par le fantôme d'un mensonge. Je ne pouvais pas y construire mon avenir. À la place, j'ai fait l'acquisition d'un hôtel particulier historique dans le Marais, une bâtisse de pierre et de lumière avec un jardin secret. Ce lieu n'était pas une démonstration de richesse ostentatoire, mais un sanctuaire de pouvoir et de sérénité. Était un lieu qui avait une histoire, une âme. C'est là que j'ai installé mon nouveau quartier général personnel, loin du verre et de l'acier impersonnel de la finance. Entouré de livres, d'art et du silence apaisant de la vieille pierre, je pouvais enfin respirer. Je n'étais plus la reine d'une cage dorée, mais la maîtresse d'une forteresse choisie. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. Un jour, en parcourant des documents juridiques, je suis tombée sur une lettre des avocats d'Alexandre. Il était en faillite personnelle et implorait, via ses conseils, une forme de clémence dans les poursuites civiles que l'entreprise menait contre lui. Il proposait de renoncer à toute revendication future en échange de l'abandon des poursuites. J'ai lu la lettre sans ressentir la moindre once de triomphe ou de pitié. Il n'y avait rien, un vide froid. Il n'était plus mon bourreau, ni même mon ennemi. Il était devenu ce qu'il m'avait accusé de être, une note de bas de page, un vestige insignifiant de mon passé. J'ai pris mon stylo et j'ai écrit une seule note dans la marge pour mes avocats. Refuser, procéder sans pitié. L'indifférence était ma dernière vengeance, la plus pure de toutes. Debout sur la scène d'une grande conférence économique, 6 mois plus tard, la lumière des projecteurs ne me semblait plus intimidante, mais naturelle. Je n'étais plus dans l'ombre de personne. Je parlais avec assurance de l'avenir de la finance, de ma vision pour Valerius, de l'éthique du pouvoir. Dans le public, j'ai reconnu la journaliste financière que j'avais autrefois contactée anonymement. Nos regards se sont croisés. Elle a hoché la tête. Un signe de respect de prédateur à prédateur. J'ai terminé mon discours par une phrase qui résumait ma transformation. On m'a longtemps considérée comme une partenaire silencieuse. On a confondu mon silence avec de la faiblesse. Grosse erreur. Le silence n'est pas une absence de voix. C'est le temps que l'on prend pour affûter ses armes. La salle a éclaté en applaudissements.
Ce soir-là, depuis la fenêtre de mon bureau qui dominait tout Paris, j'ai contemplé la ville lumière. Ce N était plus le paysage de ma réussite commune, ni le théâtre de ma trahison. C était simplement mon royaume. La douleur m'avait brisé, mais dans les fissures, une force que j'ignorais posséder avait trouvé le chemin de la lumière. Alexandre et Sophia n'avaient pas détruit ma vie. Ils m'avaient libéré d'une illusion. Ils pensaient faire tomber Icare, mais ils avaient oublié que certaines créatures ne tombent pas. Elles brûlent, se consument et renaissent de leurs propres cendres, plus puissantes et plus magnifiques qu'auparavant. Je n'étais plus Élise Dubois, la femme trahie. J était la phénix. Et mon envol ne faisait que commencer.